Bonjour tout le monde. Alors, avec quelques petites minutes de retard, on va redémarrer. Toujours des questions techniques qui nous obligent à s'assurer que tout fonctionne bien avant de commencer. Alors, on va recommencer nos travaux, commencer cette partie de notre événement qui porte sur l'IA et le DI, donc comment l'intelligence artificielle, Bibiana en parlait avant le dîner, là, va avoir une influence, a déjà une influence et va continuer d'avoir une influence sur les questions reliées à l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'utilisation qu'on en fait en enseignement supérieur. Et donc, d'abord, je tiens à souligner là, que, bon, je vais le dire de cette façon-là, cette partie de notre événement est notamment rendue possible grâce à la subvention du pôle interordre de Montréal. Donc, ça fait partie des partenaires, là, avec les autres partenaires de notre événement. Donc, sans plus tarder, parce que le temps file, on a d'abord Audrey Bouchard-Lachance qui va nous présenter le travail, le rapport là, de l'ORES, l'Observatoire pour la réussite en enseignement supérieur, qu'ils ont fait sur l'IA et l'EDI. Donc, sans plus tarder. Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Donc, je n'ai pas pu être en présence avec vous, donc merci de m'accommoder en m'offrant la possibilité de présenter à distance. Je vais tout de suite partager mon écran pour pas qu'on perde de temps. Voilà. Alors, faites-moi signe, en fait, faites-moi signe sonore là, si jamais il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Là, je vous verrai peut-être pas réagir dans la salle. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Effectivement, mon nom est Audrey Bouchard-Lachance. Je suis responsable de la mobilisation des connaissances à l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. Et comme Frédéric l'a dit, ben, on vient présenter, dans le fond, une portion de notre dossier thématique qui portait sur l'EDI en enseignement supérieur. Donc, à l'ORES, dans le fond, nous, on est né du plan d'action sur la réussite en enseignement supérieur et on prend le relais un peu des travaux du CAPRES là, qui existaient depuis 2002 dans le réseau. Donc, on est un observatoire de mobilisation des connaissances. On essaie de contribuer à l'amélioration de la réussite en enseignement supérieur en informant, rassemblant, engageant, tant le collégial que l'universitaire, autour de thèmes liés à la réussite. Et donc, dans ce qu'on fait, il y a entre autres les dossiers thématiques. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que je viens vous parler aujourd'hui. Donc, en mars, en fait, je vais vous le dire tout de suite, en mars 2023, on a publié notre premier dossier thématique en tant qu'observatoire. Ça portait sur l'EDI en enseignement supérieur. Et à l'intérieur de ce dossier thématique-là, on essaie toujours d'avoir une vision prospective. Donc, on essaie de voir venir quels vont être les angles du thème qui sont encore en émergence, mais qui vont devenir de plus en plus importants dans les prochaines années, voire les prochains mois. Donc, c'est vraiment ça qui nous mène à la communication d'aujourd'hui. Donc, voilà, ça, je l'ai déjà dit. Donc, la prospective portait là-dessus et c'est cette portion-là de notre dossier thématique là, dont il va être question aujourd'hui. Alors, des systèmes basés sur l'IA. Il y en a déjà. Je n'ai pas pu résister à l'attrait du jeu de mots. Donc, vous provenez des établissements en enseignement supérieur, peut-être en avez-vous déjà de mise en place chez vous. Donc, il existe notamment des systèmes de gestion des inscriptions, toujours pour assister là, le personnel administratif, du soutien à l'enseignement et à l'apprentissage, que ce soit les outils de rédaction, comme on appelle ça, donc, qui prédisent un peu qu'est-ce qu'on veut dire dans nos courriels ou dans d'autres outils de rédaction. Des tableaux de bord, donc plus habituellement utilisés par des gestionnaires. Donc, il y a même des systèmes maintenant qui peuvent prédire la réussite, nous cibler quel étudiant, étudiante est à risque d'échec dans son cours, par exemple. Il y a des systèmes de tutorat intelligents qui vont nous fournir, en fait, à nous, ou plutôt aux étudiants et étudiantes, des ressources à consulter, des exercices à faire en fonction de ce qu'ils ont déjà appris et vu. Et des agents ou ce qu'on peut appeler aussi des robots conversationnels. Donc, il y en existe déjà quelques-uns, entre autres dans le milieu de l'enseignement supérieur, donc qui peut avoir différentes fonctions. Mais bref, ça existe déjà.
Donc, ce n'est pas nouveau dans le milieu de l'enseignement supérieur. Par contre, il y a quand même, là, ça se développe tellement rapidement qu'il faut peut-être se poser des bonnes questions pour être capable d'en tirer le meilleur profit, si je peux dire. Donc, je voulais présenter, dans le fond, les biais de conception et d'interprétation qui peuvent être liés au système d'intelligence artificielle et qui ont évidemment des ramifications sur le respect des principes EDI dans nos établissements. Donc, tout d'abord, lié à l'équipe de conception. Donc, il y a différents biais. Là, je ne prétends pas que ma présentation est exhaustive, mais j'ai essayé d'aller couvrir là, le plus largement possible. En fait, les systèmes basés sur l'IA sont encodés, sont créés par des humains. Et ces humains-là, bien évidemment, ils ne sont pas exempts de biais. Et forcément, lorsqu'on travaille et qu'on essaie d'entraîner un système pour qu'il puisse répondre à nos besoins ou effectuer certaines fonctions, bien forcément, il y a des chances qu'on mette un peu de nous dans ce système-là. Donc, différents biais qui sont liés aux personnes qui les créent. Donc, le biais de la méthode du moi, c'est la tendance à croire que notre expérience personnelle est assez générale et représente ce que la plupart des gens ont vécu. Donc, on va voir tantôt pourquoi ça peut être problématique. Le biais de l'usager universel, donc, c'est lorsqu'on essaie de penser à qui va s'adresser l'outil, le système, et qu'on va simplifier parce que c'est plus simple à créer un outil si on a un sujet type auquel on s'adresse. Donc, on va homogénéiser à outrance les caractéristiques des individus visés. Et donc, évidemment, on va venir effacer un peu là, la réelle diversité des gens à qui on s'adresse. Au niveau des biais cognitifs, les biais que peut-être vous connaissez déjà, là, le biais de confirmation, donc la tendance à privilégier tout ce qui conforte nos opinions qu'on a au préalable, qui vont des fois renforcer aussi certains préjugés qu'on a. Donc là, on arrive un peu au biais d'essentialiste. Donc, toute personne, on peut entretenir des préjugés envers certains groupes sociaux. On va attribuer des caractéristiques à ces groupes-là et qui vont nous apparaître immuables et s'adresser à l'ensemble du groupe auquel on pense. Donc, évidemment, vous pouvez vous en douter que ça peut mener à des problèmes lorsqu'on avance dans le développement. Puis juste à titre informatif, là, c'est peut-être pas les statistiques les plus récentes. Par rapport à la représentation, j'entends comme un bruit. Ça va? Je m'entends comme en écho. Est-ce que... Ah, OK, ça semble être disparu. Parfait. Donc, par rapport à la représentation au sein des équipes qui développent des systèmes d'intelligence artificielle, au Canada, on parle d'environ 24 de femmes dans ces domaines-là. À l'échelle mondiale, c'est à peu près pareil. Là, on parle de 22 donc une proportion quand même assez négligeable qui ne représente pas vraiment la diversité de la population mondiale ou canadienne. Souvent, ça va être les personnes qui n'indiquent pas appartenir à une minorité visible, sont moins susceptibles, en fait. Les personnes qui indiquent appartenir à une minorité visible vont être moins susceptibles de travailler dans le domaine des STEAM, donc des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, que les personnes qui ne disent pas appartenir à une minorité visible. Donc, à titre d'exemple, là, si on va vraiment plus gros, là, mais chez les GAFAM, c'est moins de 3 des personnes qui travaillent à temps plein chez Google qui sont noires. Et chez Microsoft, on parle de 4 environ. Donc, on s'entend que c'est loin d'être représentatif de la diversité humaine. Et donc, la composition de l'équipe de conception du système peut jouer un grand rôle, dans le fond, sur ce que le système va pouvoir produire comme données. Donc,
je l'expliquais un peu tantôt, là, les différents biais, bien évidemment, qui vont avoir des risques pour les potentiels usagers et l'utilisation qu'on veut en faire. Donc, dans le cas des biais de méthode du mois de l'usager universel, on parle que le système qui va être développé risque d'avoir de répondre à certaines caractéristiques du corps enseignant ou de la population étudiante, dépendamment à qui on s'adresse, mais risque, dans le fond, de mettre les besoins de ceux et celles qui ne correspondent pas à ces caractéristiques. Donc, on va, dans le fond, un peu élaguer là, une bonne partie de la population. Puis, les biais cognitifs et les biais de représentativité, dont je viens de vous parler, bien, ça peut compromettre l'accessibilité à l'enseignement supérieur. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Et ça peut mener à des décisions discriminatoires qui peuvent influencer la réussite des étudiants et des étudiantes parce que de plus en plus, on va vouloir gagner du temps et utiliser des systèmes basés sur l'intelligence artificielle pour nous aider à prendre des décisions basées sur les données et non seulement notre intuition, notre compréhension, analyse de la situation. Donc, forcément, si on prend des décisions et qu'on est en position de pouvoir dans les établissements, ça peut avoir des répercussions jusque sur la réussite des populations étudiantes. Je poursuis dans les biais. Donc, on va parler de l'équipe de conception. On va parler maintenant de la collecte de données massives parce que pour fonctionner, dans le fond, les systèmes basés sur l'IA, ben, on doit les nourrir, on doit les entraîner d'une assez grande quantité de données. Et c'est pas clair, c'est pas toujours clair, en fait, la provenance de ces données-là et quel est le traitement qui en est fait. Donc, un peu les algorithmes, là, c'est quoi un peu le chemin là, qui mène vers les résultats escomptés. Donc, comme on n'a pas accès à comment ça fonctionne, le processus et sur quelles données on s'est basé pour entraîner la machine, bien, c'est très difficile après ça d'évaluer la fiabilité de ce système-là. Le biais de représentativité que je vous parlais tout à l'heure, relié à l'équipe de conception, bien, on le retrouve aussi dans les jeux de données. Donc, de manière générale, là, si on se fie, mettons, à tout ce qui est disponible sur l'Internet. Depuis que Internet existe, bien, on s'entend que les sociétés occidentales ont été souvent les premières à avoir un accès à Internet et un accès même massif et très démocratisé. Donc, c'est sûr que sur l'ensemble de ce qui se trouve sur Internet, il est très possible que des productions, disons, qui proviennent de sociétés occidentales soient beaucoup plus nombreuses que des productions qui proviendraient de pays du Sud, par exemple, du Sud global. Donc, les données sur lesquelles on se base pour nourrir les systèmes et les entraîner, bien, c'est sûr, ça va avoir une incidence, dans le fond, sur les résultats qu'ils vont nous offrir. Et donc, si on vient ponctionner un petit jeu de données, mais qui n'est pas représentatif de notre population étudiante en général, bien, c'est sûr que ça ne nous mènera pas à des résultats qui sont représentatifs. Euh, pour les biais liés à la personne qui l'utilise, bien là, je me suis intéressée là, au tout récent rapport du Conseil supérieur de l'éducation et de la Commission de l'éthique en sciences et technologies, si je me rappelle bien de l'acronyme. Donc, il parlait entre autres de l'anthropomorphisme, donc qui est la tendance à prêter des qualités humaines à la machine. Donc, de plus en plus, on peut programmer entre autres, là, je pense à des robots conversationnels pour qu'ils aient une apparence humaine dans le dialogue, donc qu'ils fassent preuve d'empathie ou de ce qui pourrait ressembler à de l'empathie humaine. Ils vont intégrer des formules de politesse, etc. Donc, les personnes peuvent avoir tendance à, finalement, presque les considérer comme un interlocuteur valide au sens quasi humain de la chose. Et bien ça peut mener à, entre autres, un biais d'automatisation, donc qui est la tendance à surestimer, accepter trop facilement une décision de la machine parce que, justement, si elle nous a donné des réponses qui nous apparaissaient bonnes au début, bien, à un moment donné, on va venir à baisser notre vigilance et à faire confiance à ce que le système d'IA peut produire. Donc, c'est sûr que si on enlève, on met un peu en veilleuse notre esprit critique, ça aussi, ça peut mener à des dérives. Et finalement, l'effet de halo, qui est la tendance à juger rapidement un objet en se basant sur des impressions favorables ou défavorables, mais en fonction d'une caractéristique plus précise. Donc, par exemple, si je discute, là, je reprends l'exemple du robot conversationnel, je discute avec lui ou elle ou l'objet et avec le système et les réponses qui sont fournies sont écrites avec un très bon français, une qualité de langue vraiment élevée, un bon niveau. Ben, il se peut que j'ai tendance à accorder plus de crédit, dans le fond, que
que je juge ça bien, dans le fond, les réponses qu'ils me donnent, parce que la qualité du français, pour moi, c'est important. Et comme les réponses sont bien formulées, ah ben ça me semble plus juste. J'ai tendance à leur accorder plus d'importance. Donc, vous voyez que du début de l'équipe de conception jusqu'à la création, dans le fond, l'entraînement du système, jusqu'aux personnes réceptrices, donc qui sont censées l'utiliser, il y a différents moments là, et sources de biais qui sont possibles à travers ce système-là. Puis je m'en voudrais aussi de passer sous silence là, les inégalités numériques. C'est pas tout le monde qui a le même niveau de littératie numérique, encore moins lorsqu'il est question d'IA. On le sait, depuis l'arrivée de ChatGPT, on est un peu boulimique, on essaie de se former du mieux possible à gauche, à droite, mais on n'est pas tous au même niveau. Il y a des gens qui ont encore moins accès à une littératie numérique, que ce soit à cause des inégalités socio-économiques, l'accès à Internet, à des machines, à de l'information sur ces systèmes-là est moins présente. Donc, c'est sûr que si on n'a pas un bon niveau de littératie numérique, on est peut-être plus à risque dans notre utilisation de ces outils-là, d'avoir des biais là, comme ceux que je présente, là, qui sont liés à la personne qui l'utilise. Et donc, ces biais-là de conception, d'interprétation, ils peuvent mener à des situations discriminatoires parce que les systèmes basés sur l'IA sont conçus par des humains à partir de données produites par des humains à la base. Et comme c'est un système qui apprend, dans le fond, et qui reproduit, dans le fond, ce qu'on lui a appris, il peut aussi reproduire et même amplifier des inégalités qui sont qui proviennent, dans le fond, de la société ou du jeu de données ou de là où c'est conçu le système. Donc, à droite, ça peut mener évidemment à des décisions discriminatoires. À droite, vous voyez, je vous ai mis une image qui s'appelle la roue de l'intersectionnalité qui provient qu'on a adaptée là, dans notre dossier. Donc, c'est peut-être pas exhaustif, peut-être qu'il manque des pointes de tarte, mais dans le fond, on comprend que plus on se rapproche dans une société comme la nôtre, là, occidentale au Québec, plus on se rapproche du centre, on se rapproche du pouvoir. Donc, on est plus appelé à être en situation de pouvoir dans cette société-là. Et plus on s'éloigne dans l'extérieur de la roue, là, on est plus à risque d'être en situation de marginalisation. Donc, quand on parle de personnes qui sont plus à risque de décisions discriminatoires par des systèmes d'intelligence artificielle, on parle le plus souvent des gens qui se retrouvent là, dans les portions externes du cercle. Des exemples concrets de discrimination qui sont arrivés dans la vraie vie. Peut-être vous les avez déjà entendus, je vous en donne deux. Un qui est plus ancien parce que c'est pas d'hier qu'on s'intéresse à l'apport des machines pour nous aider dans notre travail. Et en enseignement supérieur, dans les années 70-80, il y avait une école de médecine au Royaume-Uni qui avait décidé d'utiliser un programme informatique pour sélectionner les candidatures, dans le fond, qu'ils allaient admettre à l'école de médecine. Et ils se sont rendus compte que le programme rejetait systématiquement les personnes de genre féminin ou encore les personnes qui avaient un nom qui était non européen. Et ils se sont rendus compte que, dans le fond, ce biais-là avait été induit parce que le jeu de données, dans le fond, l'algorithme s'était basé sur les données antérieures, les demandes d'admission qui avaient été acceptées par le passé. Et à cette époque-là, il y avait peu de femmes dans les facultés de médecine et il y avait peu de personnes d'origine non européenne. Donc, le système a reproduit cette inégalité-là et si on ne s'en était pas rendu compte, en fait, ça a quand même duré un certain temps, donc ils ont fini par s'en rendre compte, mais en attendant, ça a mené à des décisions discriminatoires et des gens qui auraient pu être admis à l'école de médecine se sont vus refuser l'admission. Un autre exemple, toujours en enseignement supérieur, mais plus récent, que je pense qu'on a entendu parler là, depuis qu'on parle plus d'intelligence artificielle au post-secondaire, toujours au Royaume-Uni. Pendant la pandémie de COVID-19, il y a eu l'annulation, dans le fond, à cause de la pandémie, il y a eu l'annulation des examens de fin d'année dans les écoles secondaires. Et donc, on a pensé à utiliser une espèce d'algorithme de notation qui, à partir de différents facteurs, allait déterminer c'était quoi les chances réelles. Dans le fond, il allait déterminer la note finale que les élèves du secondaire auraient eue cette année-là, 2019-2020, s'ils avaient pu réaliser leurs examens finaux.
Et lorsque les résultats de ces notes-là finales ont été publiés, ben, on s'est rendu compte que les élèves qui avaient fréquenté des écoles publiques avaient été déclassés et que ceux, au contraire, qui provenaient d'écoles privées, leur note finale avait été améliorée. Donc, le déséquilibre que ça a créé, là, vous voyez que ça prend sa source probablement que dans les facteurs, dans les algorithmes, comment on avait entraîné la machine et ce qu'on y avait donné comme facteur pour déterminer la note finale, bien, il y avait probablement la provenance de l'école, dans le fond, le type d'école où l'élève évoluait. Ça dénote aussi d'une distorsion entre le milieu socio-économique, dans le fond, défavorisé versus favorisé, et que donc, comme les notes au secondaire peuvent déterminer l'accessibilité à des études supérieures, ben, c'est sûr que là, dans ce cas-ci, ça aurait pu discriminer, dans le fond, des élèves qui provenaient des écoles publiques, qui auraient eu moins de chances d'accéder à l'enseignement supérieur de par leurs notes plus faibles. Donc, ce sont deux exemples et il doit y en avoir d'autres qui se passent au moment où on se parle, mais ils n'ont pas tous été relevés encore. Donc, pour terminer, parce que je vois le temps qui file, je vais y aller rapidement. Là, dans le fond, maintenant qu'on sait ça, des systèmes basés sur l'IA inclusif et responsable, est-ce que c'est possible? Donc, dès 2019, l'UNESCO nous envoyait sur quelques pistes pour favoriser la transparence des jeux de données, des algorithmes utilisés dans les systèmes. On parlait de réduire les fractures numériques, comme j'en ai parlé un petit peu tantôt, de viser l'égalité des genres, l'inclusion de tous les groupes marginalisés lorsqu'on parle d'intelligence artificielle et qu'on, évidemment, la crée. Évaluer la discrimination algorithmique, c'est quoi les conséquences que ça peut avoir sur les populations marginalisées. Et j'ai ressorti aussi d'un MOOC que l'Université de Montréal et Ivado avaient lancé en 2021 sur justement les biais en intelligence artificielle. Il parlait donc de diversifier la composition des équipes de conception, donc dès le début d'un projet, de mesurer, dans le fond, quelles pourraient être les conséquences potentielles de l'application de ce système-là sur d'éventuelles populations étudiantes ou autres. Examiner la provenance des jeux de données et s'assurer que le modèle d'IA est conforme à des pratiques responsables, donc qui ne porte pas préjudice à des groupes ou des individus. Et il y aurait pu y avoir plein d'autres pistes. Là. Il y en a beaucoup qui ont été formulées par la suite. Là. Puis je vous laisse sur un outil qui a été adapté, dans le fond, dans le dossier de l'ORES sur l'EDI, qui pose des questions un peu qui s'adressent plus largement, pas simplement à l'intelligence artificielle, mais plus largement lorsqu'on veut mettre quelque chose en place et qu'on veut s'assurer de respecter les principes d'équité, diversité, inclusion. Donc, certaines questions à se poser avant de commencer à enclencher le processus. Donc, l'image que vous avez vue tantôt, cette image-là aussi se retrouve dans le coffre à outils du dossier EDI, si ça vous intéresse. Et en terminant, je vous pointe là, un webinaire qu'on avait organisé avec Simon Collin et Andréane Sabourin-Laflamme, très intéressant, qui parlait justement de l'intelligence artificielle inclusive et responsable. Et aussi, le dossier thématique, là, la section prospective, entre autres, qui parle d'EDI et d'intelligence artificielle en enseignement supérieur. Donc, j'ai passé vite un peu vers la fin parce que je voulais pas qu'on dépasse trop. Mais bon, si jamais on a le temps pour des questions, je suis disponible. Vous pouvez vous abonner à notre infolettre, nous suivre sur les réseaux et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Audrey. Effectivement, une présentation très claire qui permet de mettre la table là, de façon magistrale. Alors, on a quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui voulaient poser une question à Audrey dans la salle? Gênez-vous pas. En ligne, est-ce qu'il y a des interventions? Pas pour l'instant. C'est parce que c'était tellement clair et précis qu'il n'y a pas de questions. Non? Oui, ici. Karine, à l'avant. Merci beaucoup. J'essaie de comprendre si les méthodologies existent déjà pour évaluer qu'un jeu de données, un dataset, est à risque d'être biaisé ou on le constate seulement une fois qu'il a été comme activé, utilisé pour
l'apprentissage, puis que le résultat, c'est à ce moment-là seulement qu'on détecte qu'il y aurait un biais. Est-ce qu'on a les méthodologies pour établir que les données sont plus ou moins biaisées, comme intrants? C'est une très bonne question, puis ma réponse, malheureusement, sera partielle parce que je ne suis pas assez une experte là, du développement des systèmes basés sur l'intelligence artificielle, mais je pense qu'on a les outils pour s'assurer d'éviter, ça serait, je pense, utopique de penser qu'on peut là, nettoyer complètement un processus de création d'un système basé sur l'IA, exempt de tout biais. Par contre, est-ce qu'on peut réduire au maximum ces biais-là? Ben, il y a des méthodes, effectivement, puis probablement qu'il y a des protocoles qui peut-être existent déjà. Peut-être quelqu'un d'autre de plus versé pourrait compléter la réponse, mais on sait déjà un peu qu'est-ce qui peut biaiser un système. Peut-être qu'il y en a d'autres biais, mais on a quand même une bonne idée maintenant, vu qu'on a eu les conséquences de d'autres systèmes. Donc, je pense qu'il faut juste, dans le fond, se poser les bonnes questions, puis surtout inclure, dans le fond, beaucoup de personnes autour des tables. Donc, quand on pense à un système, qui était l'équipe de conception? Est-ce qu'elle était diversifiée, représentative des gens auxquels on s'adresse? Les jeux de données, est-ce qu'ils proviennent du milieu dans lequel on s'inscrit ou ça provient d'ailleurs? Donc, c'est beaucoup de poser des questions. Et là, c'est ça, il y a un enjeu de transparence, dépendamment avec quelle compagnie on fait affaire là, qui développe des systèmes d'intelligence artificielle. Des fois, ils vont être plus ou moins ouverts à partager un peu leurs méthodes et les jeux de données. Mais je crois qu'on a les outils existent, on sait quelles questions se poser. Après ça, est-ce que c'est appliqué? Est-ce que des gens qui développent des systèmes pour l'enseignement supérieur en ce moment ont ces protocoles-là d'intégrer? Je ne peux pas répondre malheureusement. Merci. D'ailleurs, il y aura d'autres panels, donc peut-être d'autres personnes pourront se prononcer, mais c'est une excellente réponse d'Audrey. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? De toute façon, c'est un thème qui va revenir là, parce qu'on a d'autres panels. Donc, je vous demanderai de remercier Audrey pour sa présentation à nouveau.